Bonjour, bienvenue dans ce Jury Minute épisode 5 avec la participation de Catherine Higuet, notaire à Nîmes. Donc épisode 5, 5 sujets. Céline. Oui, 1. La baisse annoncée du droit de partage. 2. Réforme du divorce contentieux. 3. Répartition du droit de vote nu propriétaire usufruitier. Quatrièmement, la situation d'un ayant droit et d'un donateur en procédure de surendettement. Et cinquièmement, le droit de reprise de l'administration fiscale en matière de donation. Bonjour Catherine, merci de nous accueillir. Bonjour Maxime. On va commencer par le premier sujet. Alors à quand un retour à un droit de partage de 1,1%? Alors ce droit de partage de 1,1% que nous attendions tous pour le 1er janvier 2020, malheureusement est repoussé, puisqu'un amendement est sorti tout récemment qui annonce qu'il se fera en 2 étapes. 1,80 à compter du 1er janvier 2021 et 1,1% à compter du 1er janvier 2022. Donc, mes confrères et moi-même devrons encore patienter. Effectivement, si on avait suggéré aux clients concernés, et on va voir de quel type de partage est visée cette baisse de taux, si on avait conseiller aux clients de patienter en espérant ce nouveau taux. Malheureusement, c'est reporté, mais j'espère que ça rentrera bien sûr en vigueur aux dates annoncées. Concernant les partages concernés par la baisse du taux, finalement, malheureusement, tous les partages ne seront pas concernés. Les partages successoraux, les partages d'indivision conventionnelle ne bénéficieront pas de la baisse du taux. Seuls seront concernés les partages pour les époux qui divorcent, les partages pour les partenaires qui se séparent et enfin les partages dans le cadre de séparation de corps. Donc on voit que finalement la mesure a fait beaucoup de bruit, elle est intéressante, mais quand même reste limitée sur son champ d'application. Oui, un périmètre très réduit et en plus une mesure, un 2.5 qui était censé être provisoire. Ça date depuis 2011, donc ce provisoire qui dure et en plus une annonce intéressante mais sur un tout petit périmètre, effectivement il y a de quoi être déçu. Être un peu déçu, voilà. Bon, écoutez, espérons néanmoins que ça rentrera quand même en vigueur. Oui, c'est vrai. Parce que la loi, c'est vrai que la loi de finances n'est quand même pas votée. Exactement. Donc il peut encore y avoir du changement. Il peut y avoir encore du changement. C'est vrai. Tout à fait. Deuxième sujet, on vient à peine d'assimiler la réforme du divorce par consentement mutuel qu'il faut déjà s'approprier une nouvelle, celle du divorce contentieux cette fois-ci. Qu'est-ce qui va changer, Catherine? Qu'est-ce qui va changer? Alors, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui a déjà changé, puisque cette loi était un petit peu un texte fourre-tout. Alors, on va parler tout d'abord du divorce contentieux. Ce divorce contentieux, traditionnellement, était organisé autour de 2 phases. La phase de conciliation et ensuite la phase proprement dite de demande en divorce. Cette phase de conciliation qui avait pour pivot l'ordonnance de non-conciliation donc, est supprimée et en même temps, pour le coup, le point de départ des effets du divorce, puisqu'on faisait, je dirais, sauf convention contraire, remonter les effets du divorce à cette ordonnance. Partant de là, on aura une demande en divorce, et c'est cette demande qui sera le point de départ des effets du divorce. Donc on devra remonter à cette date-là. L'entrée en vigueur de cette réforme est pour l'instant pas véritablement connue, puisqu'on attend un décret d'application. Néanmoins, le texte prévoit que ça rentrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020. Deuxième point qui est reporté au plus tard au 1er septembre 2020, c'est le délai de cessation de vie commune pour les divorces pour cause d'altération de la vie conjugale. Ce délai était fixé jusqu'à présent à 2 ans. Il va être réduit à 1 an. Donc ça facilitera, là encore, ce type de divorce, puisqu'on va alléger cette durée.
Et alors, pour votre information, c'est vrai qu'il y a un projet de décret qui circule, que le CNB a mis en ligne. Ça donne quand même déjà des premières pistes pour ceux qui veulent creuser la réforme. Bien sûr, ça ne vaut ce que ça vaut, hein, tant qu'on n'a pas le décret publié, mais ça donne déjà une première piste, voilà, tout à fait. Pour ceux qui seraient intéressés. Et c'est vrai, Céline, vous avez bien raison de le dire, puisque ça veut dire quand même pour nous notaires de se tenir prêts à une entrée en vigueur de cette réforme plus rapidement que prévu. D'autres dispositions, ce que je signalais, sont déjà rentrées en vigueur. Un petit rappel uniquement, puisque ce sont des dispositions qui ont démarré depuis le 25 mars 2019. C'est tout d'abord la possibilité pour les incapables majeurs sous tutelle de pouvoir procéder à un divorce accepté. Divorce accepté n'est pas divorce par consentement mutuel, puisque cette deuxième forme de divorce ne leur est toujours pas autorisée. Donc le divorce accepté sans autorisation du juge des tutelles. Ce premier point est déjà entré en vigueur, comme je vous le disais, depuis le 25 mars. Deuxième point, c'est la séparation de corps par consentement mutuel, qui est calquée sur le divorce par consentement mutuel, avec une convention contresignée d'avocats. Et donc, un dépôt au rang de vos minutes de ces conventions sous seing privé. De la même manière au rang des minutes. Voilà, donc modèle que nous avons déjà mis en ligne d'ailleurs dans les modèles d'actes dans le logiciel. Alors c'est vrai, Céline, comme on le disait tout à l'heure en aparté, la séparation de corps, finalement, dans l'usage, on la rencontre pas tellement, hein, pas si souvent que cela. On va plutôt vers le divorce, mais encore là, on est dans l'humain, on est dans des situations particulières et on peut avoir des époux qui ne veulent pas aller vers le divorce pour préserver les droits d'un des deux conjoints. Tout à fait. Tout à fait. Passons aux autres sujets relatifs à des dispositions déjà applicables. Dites-nous en quoi la loi de simplification du droit des sociétés promulguée cet été est venue modifier les règles de répartition du droit de vote entre l'usufruitier et le nu propriétaire de parts sociales. Oui, Maxime, cette loi est venue codifier dans son article 1844 du Code civil une pratique que les notaires ou avocats utilisaient déjà, c'est-à-dire l'adaptation du droit de vote dans les statuts. Effectivement, de base, de principe, l'usufruitier a le droit de vote pour l'affectation du bénéfice. Donc nous sommes bien sûr dans le cas de parts démembrées. On envisage le cas d'une donation par les parents aux enfants, de parts sociales, ils s'en réservent l'usufruit. De droit, ils participeront au vote concernant l'affectation du bénéfice. Mais bon nombre d'entre eux veulent continuer à piloter la société et vont donc organiser le droit de vote de manière à garder, le pouvoir décisionnel pour toute décision au-delà de l'affectation du bénéfice. L'article 1844 du Code civil a le mérite d'être clair et d'édicter une bonne fois pour toutes cette possibilité d'élargir le droit de vote de l'usufruitier à toutes les décisions concernant la société. Et c'est vrai qu'à l'occasion de cette codification, ça nous a permis de revoir nos clauses, notamment dans nos actes de donation, puisque nous n'évoquions pas clairement justement cette référence aux dispositions statutaires qui dérogeraient à la répartition légale. Petite spécificité, il y aurait certaines sociétés qui seraient exclues justement de cette liberté statutaire. Tout à fait. Attention, cette liberté n'est autorisée que pour les sociétés civiles, pour les SARL. Par contre, nous sommes toujours encadrés par la loi en ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés par commandite et par action. Quatrième sujet, qui a trait cette fois-ci au devoir d'information du notaire et qui a été mis en avant par les consultants du Crédon Sud-Ouest paru tout récemment. Il s'agit d'un ayant droit et d'un donataire qui ferait l'objet d'une procédure de surendettement.
tout à fait. Donc l'héritier en procédure de redressement ou le donataire soumis à ce même type de procédure, recevant un bien, recueillant un bien dans le cas d'une succession ou recevant un bien dans le cas d'une donation, doit déclarer à la commission de surendettement les biens qu'il recueille, à peine de déchéance, donc du bénéfice de l'étalement de sa dette. Donc là, il va falloir être très vigilant. Nous, notaires, on aura une obligation d'information au niveau de l'héritier ou du donataire, obligation de déclaration donc, et on aura un rôle également, au-delà de l'information, de la simple information à donner, on aura un rôle en amont dès la mise en place notamment du projet de donation, hein, c'est surtout dans cette situation-là où on aura vraiment un rôle actif à tenir, puisque ça sera peut-être finalement une décision de ne pas procéder à la donation, tout simplement, ou peut-être, dans le cadre d'une succession, mais là, je donne cette information avec toute réserve et toute vérification à faire. Vraiment, il va falloir être très prudent. Mais me semble-t-il, il sera peut-être intéressant d'envisager une renonciation à la succession pour permettre à d'autres générations de recueillir les biens de la succession sans remettre en cause la commission, enfin la procédure mise en place par la commission de surendettement. Tout à fait. Alors ce conseil pourra être formalisé dans les actes puisque nous proposons depuis peu justement un nouveau choix de trame pour faire état de cette obligation de déclaration pour ces personnes qui sont surendettées. Dernier sujet pour clôturer et rester dans le registre du devoir d'information du notaire, et particulièrement en matière de transmission à titre gratuit. Vous souhaitez, Catherine, nous faire un petit rappel d'ordre fiscal. Voilà, petit rappel d'ordre fiscal auquel on ne pense pas forcément. C'est le droit de reprise de l'administration fiscale qu'elle peut exercer à l'occasion d'une donation, si elle considère que sur une donation faite précédemment par le donateur au même donataire, le bien qui avait été donné sur cette donation numéro 1, le bien a été sous-évalué. Sur la donation numéro 2, l'administration fiscale va pouvoir exercer un droit de reprise et exiger le complément de droit de mutation à titre gratuit à l'occasion de cette deuxième donation. Alors, il y a quand même un délai de prescription qui s'applique, qui peut permettre de se dire on va patienter sur cette deuxième donation, puisque ce droit de reprise n'a lieu que jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit la première donation. Alors, de la même manière, cette information arrivée au stade de la donation suivante, c'est peut-être un peu trop tard, les dés sont déjà lancés. En revanche, l'information qu'on donnerait aux donataires, enfin aux parties, même aux donateurs, dès la première donation, pour inciter vraiment à déclarer la valeur la plus juste possible, enfin la valeur vénale, avec l'information du risque en cas de sous-estimation et de sous-évaluation. Bien sûr, on regarde l'aspect fiscal à l'instant au regard de ce complément de droit exigé par l'administration fiscale, mais nous, notaires, ne pouvons que conseiller à nos clients d'être au plus près de la valeur réelle du bien pour éviter, bien sûr, cette remise en cause par l'administration fiscale d'une part, mais aussi, dans le cadre des arrangements familiaux, éviter que d'autres donataires se sentent lésés et donc travailler vraiment sur des chiffres corrects et réels. Merci Catherine, c'était parfaitement clair. Merci, vous nous avez Céline. éclairci Merci sur plein de sujets. Merci beaucoup et puis nous on se retrouve au prochain Jury Minute.